L'énergie. Cette notion très abstraite dans les sciences est présente partout, a une propriété fondamentale. Elle se conserve. Donc il y a le principe, un des principes de base de la physique et de toutes les sciences qui étudient la nature, c'est la conservation d'énergie. Donc l'énergie abstraite, c'est un concept abstrait. On n'arrive pas à le visualiser, on peut voir une vitesse, on peut sentir une chaleur, on peut voir une lumière, mais on n'a pas de sens pour percevoir l'énergie. On ne peut la percevoir que à travers des manifestations. Le but de cette vidéo, c'est de voir comment, à travers ces aspects basiques de l'énergie, les formules qu'on retrouve en physique deviennent un peu moins mystérieuses. Pourquoi l'énergie cinétique est égale à la moitié de la masse fois la vitesse au carré? Pourquoi l'énergie potentielle, c'est le produit de la masse de la constante de gravité et de la hauteur? Ou pourquoi l'énergie thermique, c'est une constante fois la température? Donc notre but, c'est de lier quelque chose d'abstrait au monde concret. Dans ce monde concret, il y a les choses mesurables. La masse, la vitesse, la position, la température. Et ceci se fera via des formules. Ces formules donneront l'énergie comme une fonction des variables du monde concret. Et comment on va lier les deux? On va lier les deux grâce à des expériences qui vont nous permettre, via des manifestations d'énergie, donc par exemple un mouvement pour l'énergie cinétique, de voir quelle est cette fonction-là qui lie l'énergie à ces variables concrètes et mesurables. Pour trouver cette fonction, pour trouver ce qui lie l'énergie à ces variables-là, le point central, c'est la conservation de l'énergie. Donc en fait, il faut trouver des fonctions f qui permettent de réaliser le principe fondamental de conservation d'énergie. Et quand on arrive à exprimer l'énergie par des formules qui restent constantes le long des transformations de la nature, on peut dire que cette formule exprime l'énergie. Il faut alors remonter à l'histoire de la compréhension du principe de conservation. Depuis le début des premières expériences physiques, les gens ont commencé à voir des conservations principales. Dans les conservations qui nous intéressent ici, historiquement, il y avait deux principes de conservation qui étaient un peu en opposition. Là. Le principe de conservation de la quantité de mouvement et le principe de conservation de la force dite la force vive. Derrière la conservation de quantité de mouvement, il y avait entre autres Descartes, pendant que Leibniz prenait le principe de conservation de la force vive. En fait, tous les deux avaient raison, il fallait juste se mettre d'accord sur certaines précisions et certains détails. Pour le premier, ce qui se conserve lors des transformations de la matière, c'est la quantité de mouvement. Vous voyez que le produit de la masse et de la vitesse se conservait. Par exemple, dans un choc. Dans un choc, si deux billes se rencontrent puis se reséparent, on voit que la quantité de mouvement initiale est égale à la quantité de mouvement finale. Donc, si on exprime cela en produit de masse vitesse 1, masse vitesse 2 et masse vitesse 1' et masse vitesse 2', on trouve que cette somme-là est égale à la deuxième somme. Et on exprime ceci en disant qu'il y a conservation de quantité de mouvement. Leibniz avait lui développé le concept de force vive qui était le produit de la masse et du carré de la vitesse, qu'il appelait force vive. Il dit qu'il y a longtemps que j'ai corrigé la doctrine de la conservation de la quantité de mouvement et que j'ai posé à sa place quelque chose d'absolu, justement la chose qu'il faut, la force vive absolue. Il disait la force absolue, qu'on peut prouver par raisonnement et par expérience. C'est cette force vive qui se conserve. Et donc, comme déjà dit, en fait, les deux ont raison. Il suffit juste de préciser des choses, notamment bien définir le système. Donc, le système isolé ne reçoit pas d'impulsion extérieure, ne reçoit pas d'énergie ou ne la transmet à l'extérieur. Donc, le système est bien isolé. Quand on définit bien ce qu'on veut dire par l'énergie totale, par la quantité de mouvement total, ces deux grandeurs sont conservées. Maintenant, en quoi les principes de conservation expliquent les formules? Alors, en quoi le principe de conservation explique que l'énergie cinétique vaut la moitié du produit de la vitesse au carré? En fait, on aurait bien pu se passer du 1/2. Ça n'aurait pratiquement rien changé à la physique. Ça aurait juste créé des constantes multiplicatives ailleurs. Et donc, si on part du fait expérimental, bien expérimentalement, on peut mettre en évidence la conservation du produit du carré de la vitesse et de la masse. Et partir du principe que on va symboliser l'énergie liée au mouvement, dans l'énergie cinétique, par simplement le produit de la masse et de la vitesse au carré. Eh bien, avec ceci, on peut faire la même physique à une constante près. Sauf que le principe fondamental de la dynamique, c'était d'abord intéressé à la conservation de l'impulsion et non à celle de l'énergie. Il avait exprimé
que la variation de l'impulsion d'un système, donc l'impulsion P qui vaut le produit de la masse et de la vitesse, qu'on a remarqué comme expérimentalement conservable. On a juste exprimé le fait que la variation de l'impulsion, c'est le produit de la force fois la durée de temps de son application. Donc ça, c'est l'impulsion reçue. Et là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc le sens naturel de la physique, c'est de partir de ce qui est mesurable. Dans notre cas ici, c'est la masse, vitesse et le temps, c'est des choses qu'on peut mesurer. Et on définit ce qui n'est pas mesurable a priori, parce qu'il est déjà mesurable. Donc la force va être définie par la variation du produit masse-vitesse pendant une durée de temps. Et après, bien sûr, on va définir la force comme la dérivée de l'impulsion par rapport au temps, ce qui nous donne la loi fondamentale de la dynamique, ou le deuxième principe de Newton. En partant de cette loi de Newton, qui nous dit donc que m dv sur dt égale à f, en faisant une petite analyse, par exemple, nous on veut remonter de ceci à du mv carré. Si on a l'habitude avec les équations différentielles, pour pouvoir primitiver ceci et faire apparaître un carré, il nous vient de multiplier la dérivée d'une fonction par la même fonction, et sachant que f fois f' se primitive en 1/2 f carré. Donc si on multiplie scalairement par v à droite et à gauche, puis qu'on intègre, on trouve que la quantité mv carré, donc sa dérivée par rapport, ceci c'est la dérivée par rapport au temps de cette quantité, égale à la somme ce qu'on va appeler après la somme des puissances reçues qui s'exprime ainsi. Et on va appeler 1/2 mv carré l'énergie cinétique. Mais on aurait bien pu appeler l'énergie cinétique simplement mv carré, et dans ce cas-là, prendre la valeur de l'impulsion comme étant 2 fois mv. C'est juste que historiquement, le premier principe de la dynamique a été d'abord porté sur la conservation de l'impulsion. Voilà donc comment des principes de conservation expliquent la formule de l'énergie cinétique. Dans une vidéo complémentaire, j'essaierai de faire la même chose pour d'autres formules d'énergie, l'énergie potentielle ou encore l'énergie thermique.